Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à Rufisque Actu. Vous en êtes l'invité Michel Boubacar Albendoy, bonsoir. Bonsoir Momaba. Alors Monsieur le maire, vous, l'actualité aujourd'hui, c'est vous êtes le maire de la commune de Rufisque Est, mais également vous êtes le président du conseil d'administration de la SONAC SA, mais vous n'êtes pas que, vous n'occupez pas que ces deux fonctions, vous êtes également le premier adjoint au maire de la ville de Rufisque. L'actualité, c'est le dernier vote du compte administratif au niveau de la ville de Rufisque. Et le conseil municipal a décidé de mettre à disposition de l'agence pour l'assistance à la sécurité de proximité 600 mètres carrés. Bon, une proposition qui a suscité vraiment beaucoup de discussions. Alors, comment vous avez apprécié Bon, tout d'abord, je vous remercie vraiment de m'avoir convié à cette émission. Et comme vous l'avez si bien dit, effectivement, il y a eu un conseil municipal dans le cadre du fonctionnement de l'institution, c'est-à-dire la ville de Rufisque, pour le vote du compte administratif. Et il y avait d'autres points d'ordre du jour qui concernaient effectivement la mise à disposition d'une parcelle de terrain dans l'enceinte du stade au profit de la société, et du moins au profit de l'agence pour la sécurité de proximité. Quelque chose quand même, effectivement, il y a des conseillers qui ont pensé qu'effectivement le stade, qui est devenu une zone où on pratique le sport, on pouvait regarder un autre endroit pour y loger cette agence, ces locaux, ce siège. À mon avis, effectivement, le maire a une bonne vision. Parce qu'effectivement, au niveau de Rufisque, il est très difficile, surtout au centre-ville, de trouver un site qui pourrait accueillir ce type d'infrastructure. Et comme vous le savez, la sécurité, surtout la sécurité de proximité, est devenue une nécessité dans nos villes et dans nos communes. D'autant plus que, comme vous le savez, Rufisque fait partie, qui est dans le département de Rufisque, fait partie quand même des zones où certainement dans le court terme, va accueillir beaucoup de population par l'effet du pôle urbain de Diamniadio. Et donc, il fallait nécessairement qu'il y ait un emplacement, et ce qu'on a pu trouver, c'est le stade. Et une partie du stade, une petite partie, le stade qui fait plus de 11 hectares, c'est 600 mètres carrés dans un coin. Et je disais même au conseil municipal, c'est un coin qui est insalubre, où même on a des difficultés de faire l'entretien comme il se doit. Avoir une belle agence là-bas qui va former des jeunes, et une bonne partie des jeunes sénégalais et des jeunes rufisquois qui auront de l'emploi, je trouve que c'est une très bonne chose, dans la mesure où il y aura une convention entre la ville et l'agence qui permettra quand même de pouvoir utiliser les services de ces jeunes qui seront formés au niveau de ces structures. Et au-delà de ça, c'est une structure qui va abriter d'autres types d'activités, que ce soit des mutuelles, que ce soit aussi un centre de santé. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le stade. Non seulement ça va sécuriser le stade, mais aussi permettre même aux pratiquants du stade d'avoir quelques structures. Dans la mesure où la ville a déjà prévu un certain nombre de projets. Il y a un centre d'hébergement, il y aura une piscine, il y aura un plateau multifonctionnel. Toutes ces infrastructures qui sont déjà inscrites dans le budget de la ville ont déjà leur localisation dans le stade. Donc je ne vois pas pourquoi ça gênerait d'avoir une telle infrastructure qui va permettre quand même à la ville de pouvoir s'appuyer sur ces agents pour assurer la sécurité de nos populations. L'autre aspect qui est important, parce que depuis 2 ans,
la ville de Rufisque a tenté, et lors des débats d'orientation, même on est allé au vote de la mise en place d'une police municipale, mais on n'en a pas les moyens de mettre en place cette police municipale. Et dans le cadre de cette convention, on peut trouver un accord avec l'agence pour quand même une bonne partie de ces agents puissent être utilisés pour jouer le rôle que devait jouer cette police municipale. Donc je pense que c'est la ville de Rufisque qui a beaucoup à gagner par la mise en place de cette agence. Si on ne le fait pas, c'est quelque chose qui va aller à Diamniadio ou ailleurs. Est-ce que nous, à Rufisque, on doit attendre que tout ce qui se fasse dans le département aille à Diamniadio parce qu'il y a de l'espace? Nous, on a de l'espace. Il faut qu'on puisse attirer certaines infrastructures pour faire jouer à Rufisque son rôle. Une ville qui n'a pas un certain nombre d'infrastructures ne peut pas être une ville en réalité. Parce qu'on a vu qu'il y a des projets de mettre en place, comment dirais-je, un palais de justice. C'est important, puisqu'il doit en avoir. Où est-ce qu'on va trouver le terrain? C'est la ville qui doit donner ce terrain-là. Un commissariat digne de son nom, Rufisque doit l'avoir. Je ne parle pas des commissariats de proximité qui est prévu d'être réalisé à Goumourd ou peut-être à Rufisque 2. Mais un très bon commissariat de police avec toutes les commodités, je pense que Rufisque en a besoin. Et si on devait aller dans ce sens aussi, Rufisque doit trouver l'espace qui s'y est pour loger ces infrastructures. Voilà. Donc, vous pouvez nous affirmer ici que la mise en place de cette agence pour la sécurité de proximité n'a rien à voir avec la piscine municipale que le maire avait prévue au niveau... Non, ça n'a rien à voir. Si vous regardez lors de cette séance du conseil municipal, il y a eu une autre délibération où une convention est signée entre la GETIP et, comment dirais-je, et la GETIP, c'est pas la piscine municipale, mais c'est ça qui va suivre. C'est les terrains de foot qu'on va faire au champ de course, au terrain de Gaïm et à Djorghe Chérif. Mais dans la foulée, il y avait aussi le cas de la piscine et du centre d'hébergement qui a été dégagé aussi comme priorité pour pouvoir quand même le réaliser. C'est bien identifié dans le stade, le terrain est disponible. Donc il n'y a aucun problème, ça n'a rien à voir, ça ne gêne à rien. Parce que là, on a prévu de faire, où on a fait la mise à disposition. C'est pas, on n'a pas affecté le terrain. On a mis à disposition à l'agence qui va l'occuper, c'est un coin entre le portail et le poste de transformateur, ceux qui connaissent bien le stade. C'est un coin où les gens ne vont même pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être même valoriser ce coin du stade et permettre à des jeunes Sénégalais de pouvoir avoir une bonne formation et de pouvoir quand même avoir un emploi. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, que répondez-vous à ceux qui disent que l'État pouvait jeter son dévolu sur d'autres endroits, notamment le dojo qui est sur la route à Ramolo, et également valoriser également l'espace qui est le long du littoral? Il y a des hangars qui ne sont pas exploités. Bon, c'est pas l'État qui a jeté son dévolu. Ils ont fait la demande. Le maire et son équipe technique et certainement son conseil municipal a recherché un endroit. Bon, il y a beaucoup d'endroits comme les hangars désaffectés au niveau de la ville qui sont où la ville a prévu de faire un projet. On a voté une délibération qui va permettre à la ville de faire des immeubles avec une société pour, comment dire, des logements sociaux. Donc, je pense qu'il est plus important de valoriser cette zone maritime à usage d'habitation pour permettre quand même à des Rufisquois d'avoir des logements auprès de la mer que de mettre là-bas des agences. Donc, la ville a des projets. Il y a des projets de logement
il y a aussi des projets d'hôtels de 5 étoiles. Parce que la ville de Rufisque doit avoir ces infrastructures pour survivre par rapport à ce qui se passe au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Il n'y a pas d'hôtel digne de son nom à Rufisque. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de restaurant. Pas du tout. Je pense que c'est des zones où la ville a déjà fait des options pour mettre en place des hôtels, des logements sociaux, des habitations résidentielles. Je pense que c'est ça qu'il faut pour développer Rufisque. Voilà. On a senti que, bon, hier, la radio Djoko FM avait retransmis en direct le déroulement de vos travaux. Et à un moment donné, on a senti qu'un passage quand même en force. Il y a la majorité des conseillers présents qui a voté voilà, tout ce que le maire voulait que s'est passé, comme lettre à la poste. Est-ce que vous ne pensez pas que de tels projets nécessitent quand même après avoir voté, d'aller voir quand même les personnes concernées, notamment les jeunes qui s'inquiètent et qui se manifestent dans les réseaux sociaux et tout? Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant c'est au maire de prendre son bâton de pèlerin et aller convaincre ceux qui ne comprennent pas, comme vous avez compris tout à l'heure? Oui, je pense que le maire doit toujours communiquer, dialoguer, informer, parce que les gens, généralement, n'ont pas toutes les informations. Ils entendent, par exemple, quelque chose, ils disent, mais pourquoi le stade? Mais si on leur explique effectivement ce qui va se faire dans le stade, c'est pour la jeunesse. Ce n'est pas des vieux comme moi qui vont avoir un métier là-bas. C'est les jeunes qui vont avoir un métier. C'est la jeunesse qui va avoir un métier là-bas. Effectivement, le maire peut faire cette communication, expliquer. Maintenant, en ce qui concerne au niveau du conseil municipal, ça n'a pas passé comme lettre à la poste, comme vous le dites. Il y a eu un débat, vraiment un débat où les gens ont donné leur avis. Et je pense que c'est normal, un tel projet, si vous le soumettez à un conseil municipal, c'est sûr que les gens vont se poser des questions pour s'assurer qu'effectivement, ce qu'on est en train de leur proposer, c'est quelque chose de bien pour les populations. Et c'est au maire d'éclairer, et je pense que quand il a éclairé sur le contenu de ce projet, beaucoup de gens sont adhérés, c'est pourquoi on a voté à la majorité. Moi, je pense que c'est normal dans un conseil municipal qu'il y ait des contradictions. Et ce qui est important, que chacun puisse défendre ses idées et qu'en retour, si on a une bonne visibilité sur ce qu'on doit voter, on la vote. Au cas contraire, on s'abstienne. En tout cas, moi, je n'ai pas vu quelque chose qu'on a forcé pour la voter non. Il y a des gens qui n'étaient pas pour, qui ont voté contre et d'autres sont abstenus. Mais il y en a d'autres qui ont voté. Donc pour vous dire qu'il y a une diversité d'opinions qui s'est dégagée dans le vote de ce. Et on ne peut pas avoir l'unanimité dans tous les projets. Les gens ont des visions différentes. En tout cas, je n'ai pas cette perception de quelque chose qu'on a imposé, que les gens ont voté automatiquement. Non, il y a eu un débat et chacun a donné son avis sur ce projet-là. Et au final, les gens l'ont adopté. Voilà. Voilà, même vous allez me dire qu'on a atteint le quorum, mais sur 76 conseillers quand même, 42 présents, on vote des projets d'une telle importance. Est-ce que, voilà, 42 conseillers sur 76? Mais c'est ce qui est déplorable. Je dis, et ce n'est pas uniquement au niveau de la ville. Dans nos institutions, au niveau des communes, on a ce problème de quorum qui se pose. Parce que beaucoup de gens demandent à être élus au niveau des institutions municipales. Une fois élus, on ne les voit plus. Il y en a même qui sont venus peut-être une seule fois durant les 4 ans ou les 5 ans qu'on est durant tout le fonctionnement de l'institution municipale. Et ça, c'est pas normal. Vous avez demandé aux populations de vous élire pour pouvoir siéger à leur nom dans des institutions. Moi, je pense que si on a
on doit obligatoirement, quelles que soient les contraintes, être présent au niveau de ce conseil. Mais malheureusement, c'est le cas dans les communes, c'est le cas au niveau de la ville. On a des difficultés même d'atteindre le quorum. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Effectivement, les textes disent très bien que si un conseiller s'absente 3 fois sans explication, il peut être sorti du conseil municipal. Mais aucun maire du moins aucun conseil municipal n'a agi de la sorte pour sortir un conseiller. Je pense que c'est les gens qui doivent prendre conscience, parce que c'est eux qui ont demandé à être conseiller municipal, d'aller siéger chaque fois pour défendre les intérêts de la population. Un compte administratif, c'est là même où tous les conseillers devaient être là-bas, parce que c'est le contrôle de ce que le maire a exécuté. Et si un conseiller s'absente sur ça, ça veut dire que vraiment il n'a pas accompli la mission la mission que les populations ont portée en lui. En tout cas, c'est le même cas. Moi, dans mon conseil municipal, il m'est arrivé qu'il y ait des difficultés de quorum, mais quand ça arrive, le code aussi l'a réglé. Si les conseillers ne viennent pas et que vous n'avez pas le quorum, vous pouvez renvoyer dans les 72 heures et reconvoquer le conseil dans les 72 heures. Et là, si vous avez le tiers, comment dire, les deux tiers, le tiers, vous pouvez délibérer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens prennent conscience et qu'ils assistent vraiment à ces conseils municipaux. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis au conseil municipal. Mais tu vas voir, chaque fois que les élections approchent, les gens désertent le conseil municipal, croyant que peut-être non seulement ils vont déserter le conseil municipal, mais ils vont commencer à tirer sur les maires. Ils vont quitter le bateau. Oui, mais il nous reste encore 1 an quand même. Je pense que c'est trop tôt. En tout cas, c'est quelque chose de déplorable qu'on ne souhaite pas. Il faut peut-être trouver des solutions, mais ça, je pense que c'est la responsabilité des uns et des autres de pouvoir quand même assumer ce qu'ils ont demandé aux populations. Voilà, jusqu'où des maires comme vous sont prêts à aller pour parer à cette cicatrice quand même de la démocratie locale? Parce que les populations ne savent pas, hein. Malheureusement également dans vos communes, il n'y a pas un bulletin mensuel qui montre la présence régulière des conseillers et tout. Alors que faire pour que les populations sachent que, par exemple, lors de la séance précédente, lors de la séance passée pour le vote du compte administratif 2017, il y avait 34 conseillers qui avaient choisi de ne pas venir participer au débat. Bon, que faire ça vraiment? Parce que pour la ville, tous les conseillers municipaux, tous les conseillers municipaux se tiennent en direct dans Djoko FM. La lecture même des présences est faite avant de démarrer les travaux. Moi, je pense que nous, en tant que maire, on ne peut pas prendre quand même, le bâton pour sortir un tel ou tel conseil. On sera très mal placé. Parce que généralement, les gens qui font ça, c'est les personnes qui ont été la majeure partie, qui ont été en face avec le maire, qui ont concouru pour être maire. Une fois arrivé, si vous les sortez de ce conseil municipal, on va dire que vous essayez d'écarter un adversaire. Non, je pense que c'est les gens qui doivent prendre leurs responsabilités, mais pas à nous. Maintenant, si un conseil écrit pour dire que telle situation, il faut la regarder autre, là, on peut l'examiner au conseil municipal. Les gens vont donner leur avis. Mais nous, en tout cas, on ne va pas prendre, directement, on ne va pas prendre la décision de dire que telle personne n'est pas venue durant 3 conseils, on va les sortir. Si on le faisait, ça veut dire que tous nos adversaires qui ont concurré avec nous lors de ces élections vont être sortis du conseil municipal. Alors, nous sommes
avec Boubacar Albendoy. Je rappelle qu'il est le maire de la commune de Rufisque-Est, il est également le premier adjoint au maire de la ville de Rufisque, Daouda, mais également il est le PCA de Sonac SA. Monsieur le maire, la ville, nous y restons. Récemment, il y a des citoyens qui sont offusqués du fait qu'il n'y aurait pas de pilote dans l'avion, dans la ville. Il n'y a pas quelqu'un qui conduit la ville parce qu'il dit que les populations sont laissées à elles-mêmes. Il y a des difficultés pour accéder au centre-ville. Il n'y a pas des signaux qui montrent que le chemin est détourné. Voilà. Il y a beaucoup de balafres qu'ils considéraient comme des choses qui ne devaient pas se passer au niveau de Rufisque. Est-ce que vous partagez l'avis de ces citoyens? Au niveau de Rufisque, comment dirais-je, l'avion a bien un pilote. Il y a le maire de la ville, Daouda. Quand même, dire qu'il n'y a pas de pilote, ça c'est trop dire. En tout cas, Rufisque, effectivement, il y a eu des actions courageuses que la ville, en collaboration avec les communes, a entamées. C'est le déguerpissement qu'on a eu à effectuer au centre-ville. Et on a entendu vraiment toutes les réprimandes même venant de certaines populations. Parce qu'ils disent qu'on devait laisser les gens aller vaquer à leur travail parce qu'il n'y a pas de boulot dans ce pays et tout ça. Moi, je pense que les gens n'appréhendent pas quels sont les moyens qui ont été déployés lors de ce déguerpissement-là. Et comme vous le savez, la ville traverse des difficultés. Depuis un an, la ville fonctionne sous perfusion, je veux dire, parce que c'est des avances de trésorerie qui reçoivent pour payer ses salaires. Depuis, jusqu'à ce mois-ci. Avec ça, lorsqu'on a entamé le déguerpissement, on a recruté du personnel pour entretenir les canaux. On a recruté ce qu'on appelle la brigade pour pouvoir quand même assurer tout ce qui est l'encombrement au niveau des artères de Rufisque. Après 2 ans de contrat, il fallait les recruter. Aujourd'hui, la ville n'a pas les moyens de recruter du personnel, n'a pas les moyens de payer des contractuels. Et tout ce personnel-là est allé se reposer. Aujourd'hui, c'est plus de 400 ou 300 agents qui travaillaient pour la ville qui ne sont plus là. Et lors du déguerpissement aussi, il fallait entretenir, une brigade de génie durant 1 mois, 2 mois. Et vous savez combien ça nous coûtait de mobiliser la brigade de génie? Non, combien? Mais chaque policier, tu gères sa restauration. La restauration journalière. Journalière. C'est 5 000 francs par jour. Pendant 1 mois, c'est une 60aine de policiers. Tu le fais en 2-3 mois. Quand ils quittent avec la brigade, quand ils quittent la voie publique, automatiquement les gens viennent les regrouper. Donc c'est ce problème-là qu'on a subi durant presque 2 ans. Mais après, depuis l'année dernière, la police n'a plus les moyens de prendre en charge ce renfort de policiers, et que aussi depuis 1 an, la brigade, les contractuels de la brigade ont cessé leur activité. Donc ce qui fait effectivement il y a ce problème au niveau du centre-ville qu'on essaie tant mieux que mal de gérer. Depuis un certain temps, la commune de Rufisque-Est, je le salue et vraiment je le félicite, Arona Diagne, le président du conseil de quartier de Keur-Youssouf, avec quelques agents de la commune, quelques agents de la ville et des jeunes volontaires de Keur-Youssouf, sont en train peut-être de maintenir tant soit peu ce qu'il y a comme occupation anarchique au niveau du centre-ville et surtout au niveau du marché central. Donc pour vous dire que les difficultés financières ont fait qu'effectivement ce problème-là est resté à l'état parce que
la ville n'a plus les moyens d'entretenir tout ce personnel-là. Voilà la situation qui a fait qu'effectivement, on a vu que la situation d'avant n'est pas revenue. Parce qu'avant, c'était des cantines même au milieu de la société. Aujourd'hui, on peut passer dans plusieurs ruelles au niveau du fisc. Quelquefois, il y a des opérations coup de poing qui sont effectuées pour quand même un peu libérer les emprises. Mais les gens, comme vous le savez, tu les enlèves, ils reviennent. Donc il faut en permanence avoir du personnel pour faire ce travail-là. En tout cas, c'est la situation que nous subissons. Ce n'est pas parce que les autorités ont laissé la main, mais il y a des difficultés qui sont là qu'il ne faut pas occulter. La ville a d'énormes difficultés. Les communes, je n'en parle pas. Depuis 4 ans, nos salaires, c'est des avances de trésorerie mensuelles qu'on demande au trésor pour payer nos salaires. Parce que sur le plan des recettes, effectivement, en ce qui concerne la commune, on ne peut pas tirer même 10 millions au marché central par mois. Donc, c'est ça la situation réelle de Rufisque. Bon, donc voilà, et pour faire ce travail, il faut des moyens, il faut de la logistique. Et pour tout ça, il faut de l'argent. En tout cas, c'est ça qui fait qu'effectivement, il y a un semblant de retour, parce qu'ils ne sont pas revenus comme avant. Par exemple, la rue d'Herbézy, avant, de la route nationale jusqu'au marché, personne ne veut passer. Aujourd'hui, une voiture prend la rue d'Herbézy pour aller jusqu'au marché. Ça veut dire que la situation n'est pas revenue comme vous l'entendez. Il y a quand même des commerçants qui sont par-ci par-là, mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de trésorerie qui plombe les activités de toutes les collectivités locales. Mais donc, ça veut dire que la mairie, je veux dire le maire de la ville, l'équipe municipale actuelle va terminer le mandat actuel, toujours en disant on ne peut rien investir, il n'y a pas d'argent, et puis... non, je pense que... Il y aura des stratégies... Non, écoutez, la ville n'a pas croisé les bras quand même. Non, vous avez vu les pavages au niveau du centre-ville. Tout le centre-ville est en train d'être pavé. La ville a dégagé plus de 300 millions pour pouvoir refaire ces ruelles-là. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est peut-être les lenteurs qu'on est en train de subir par le fait de l'entrepreneur. Ce n'est pas au niveau de la ville. C'était de demande. La ville a fait ce qu'il devait faire. Lancer un appel d'offres, l'attribuer à un entrepreneur qui a demandé des avances de démarrage qu'on a payé, qui a introduit une décompte qu'on a payé, et donc les travaux traînent. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a une bonne partie du centre-ville qui a été pavée. Et ça, c'est le fait de la ville, ce n'est pas l'État. Donc, je pense que la ville a essayé de faire des efforts. Maintenant, pour le restant du mandat, on a bon espoir. Parce que l'État du Sénégal, quand même, a bien compris que la réforme fiscale n'était pas faite. Il y avait une réforme administrative qui instituait les communes de plein exercice, mais il n'y avait pas la réforme fiscale. C'était même un mélange. Aujourd'hui, il y a la réforme de la patente qui a été faite et qui permettra aux collectivités locales de pouvoir avoir beaucoup plus de ressources. On espérait même avoir ces ressources avant la fin de l'année. Mais on nous dit que c'est à cause de la loi qui n'est pas encore votée. Et d'autre part aussi, l'État a mis en place ce qu'on appelle le PACASEN. Le PACASEN, c'est en quelque sorte de l'investissement pour les communes. On nous donne de l'argent pour pouvoir réaliser des infrastructures. Et chaque commune sait ce qu'il doit avoir dans les 3 ans. Par exemple, la commune de Rufisque-Est, dans les 3 ans, il doit recevoir à peu près 700 millions. On a déjà ciblé les projets, refaire les écoles, refaire
construire des maternités, reprendre les infrastructures sanitaires, par exemple, comme le PMI et autres. Et il y a pas mal de choses qu'on a programmées sur 3 ans avec ce montant. La ville a la même chose. Et la ville, c'est même avec cette somme que la ville va faire le centre d'accueil au niveau du stade avec les piscines et autres. Le nord a plus que même notre commune. L'ouest a autant, à peu près autant que nous, moins que nous. Mais en tout cas, c'est de l'argent, si on le reçoit, ça nous permettra de faire de l'investissement. Et c'est un financement, un programme qui a été financé par la Banque mondiale, l'État du Sénégal, comme il se faisait avant avec l'ADEME. Aujourd'hui, avec les contrats de ville. Aujourd'hui, c'est toutes les communes qui vont bénéficier. Il y a une bonne partie des communes, surtout de la région de Dakar, qui vont bénéficier de cet appui pour pouvoir faire de l'investissement. Donc, nous espérons que l'année prochaine, les collectivités locales qui vont être, qui travaillent avec beaucoup de dynamisme pourront faire un certain nombre de réalisations. Un certain nombre de réalisations. Ces réalisations qui vous ont poussé à prendre la carte de l'APR. Si on voit qu'aujourd'hui, dans votre commune, bon, il y a les chantiers qui poussent comme des champignons, est-ce que c'est à cause de ça? Non. Bon, non, c'est pas à cause de ça. Ouais, je sais qu'effectivement, pour le fait d'être à l'APR, ça a été un long processus. Vous pouvez nous rappeler le processus? Ben, le processus, c'est que, vous savez, quand j'ai eu le président de la République m'a remis le label de bonne gouvernance lors d'une cérémonie, il m'avait, et c'était normal, demandé de venir l'accompagner parce qu'il venait fraîchement d'être élu, c'était en 2013, pour travailler avec lui. À l'époque, je lui dis effectivement, je n'y vois pas d'inconvénient parce que je pense que c'est quelqu'un quand même que j'ai connu avant. On avait à peu près les mêmes visions. Mais quand, en 2014, ils m'ont relancé pour que je vienne l'accompagner, j'ai dit, mais effectivement, c'est possible, mais il faut quand même qu'on passe à risque parce qu'il nous manque de tout. En termes d'infrastructure, le problème de l'emploi des jeunes, il y a pas mal de choses qu'on avait évoquées. Et là, il m'avait dit qu'effectivement, il y a des programmes comme Promoville, comme d'autres programmes, où peut-être il pourra s'appuyer sur ce programme pour accompagner le fisc. Et de ce fait, je pense qu'en 2015, il y a eu des tournées, des visites, où le fisc a été identifié pour être dans le Promoville entre 2015 et 2016. C'était en 2016 du moins. Lors du conseil décentralisé. Bien avant le conseil décentralisé, on était au courant que le fisc serait éligible sur le Promoville. Et donc là, effectivement, il est venu ici à Rufisque lancer le Promoville. Entre, à la limite de la commune de Rufisque-Est et Rufisque-Nord. C'est en ce moment que comme je lui avais dit que si vous faites des actions à Rufisque, c'est avec beaucoup de plaisir que je viendrai rejoindre votre parti. C'est en ce moment que j'ai pris la décision de rejoindre son parti. Et je l'ai rejoint et depuis lors, quand même, je me sens comme un membre fondateur de l'APR. Et ça, je le dis à tous les militants et responsables de l'APR. Je ne me sens pas comme un intrus. Et depuis lors, je travaille aussi pour quand même rendre visible tout ce qu'il est en train de faire au niveau du département et à Rufisque. Voilà, je pense que c'est de bonne guerre si on voit qu'il y a certains travaux qui vont démarrer à Rufisque. Mais je dis que ça reste. Parce qu'on avait identifié beaucoup d'axes à Rufisque dans le cadre du Promoville. Le Promoville tarde à démarrer. On sait que le boulevard Maurice Gueye sera fait en 2 fois 2 voies avec les contre-allées de Djoutibo jusqu'à la Bata. Et lors des séances
comment dirais-je, qu'on a eu à tenir avec la Géroute, on avait insisté que les routes parallèles qui vont vers, par exemple, de Tchouloun à Mérina, soient mis dans le programme. Et ça a été fait. Donc voilà, je pense que... Et puis le canal, aussi, le grand canal central, de la route nationale à Mbépé aussi, sera, même de la voie ferrée jusqu'à Mbépé, sera retravaillé, reprofilé et fermé. Donc je pense que ça, c'est des acquis importants. Ce qu'on demande, que ça démarre le plus rapidement possible. Mais en tout cas, notre souhait a été exaucé par le président. C'est pourquoi on n'a pas eu de gêne pour aller rentrer dans son parti et travailler avec lui. Alors, le président qui vous rend la monnaie en vous nommant PCA, président du conseil d'administration de Sonac SA, mais c'est comme si l'accueil politique tarde à prendre forme. Est-ce que les gens qui étaient dans votre commune, je pense à Doudou Maïssa, comment sont vos rapports politiques? Mais le rapport politique, Doudou Maïssa, c'est un jeune frère qui a eu à briguer le poste de maire dans notre commune. Et ce qui fait qu'effectivement, il est arrivé même deuxième derrière moi. Mais en tout cas, je lui donne tout le respect qui s'y est. Mais comme vous savez, en matière politique, chacun essaie de se positionner. Mais pour ce qui est d'un rapport entre personnes, c'est des rapports très sains. Et c'est quelqu'un qui est très poli. Et chaque fois qu'on rencontre, vraiment, il me donne l'ignoire Tcherou Magam. Voilà, Tcherou Kilifam. Ça, je le sens chaque fois. Donc, quelquefois, maintenant, il y a des actes politiques que les gens se posent. Ça, c'est normal pour un politicien. Mais en tout cas, on n'a pas de rapport heurté. Si je l'appelle tout de suite ici, que j'ai besoin de toi, il va venir. Pour vous dire qu'il n'y a rien entre nous. Donc, malgré cette politesse, il tient quand même à son poste de coordonnateur. Mais c'est normal, c'est normal. De la paix à l'Est. C'est normal, s'il pouvait même être maire. Parce qu'il fait de la politique pour ça. Donc moi, je lui donne, je ne sais pas, c'est normal quand il est à une station, d'essayer de maintenir ça. C'est la politique. Mais chacun aussi essaie de se positionner, c'est normal. L'essentiel, que ça n'entrave pas les rapports humains, les relations que nous avons. En tout cas, s'il tient à rester coordinateur, c'est tant mieux. En tout cas, nous, on sait qu'on est le maire de la commune, le premier magistrat de la commune, donc on a, comment dirais-je, notre mot à dire sur tout ce qui se passe au niveau de la commune. Que ce soit administrativement, que ce soit politiquement. Maintenant, le reste, laissons comment dirais-je, la plus haute autorité trancher. En tout cas, nous, on n'a pas de problème avec Doudou Maïssa. Voilà. Est-ce que, à votre avis, la plus haute autorité, je sais que vous faites allusion au président de la République, est-ce que le président de la République, en voyant le climat politique dans le département de Rufisque, est rassuré, par exemple, voir son ministre qui est dans un gouvernement vraiment être contesté politiquement? Voilà, est-ce que ça ne sent pas un peu les rangs dispersés politiquement dans le département? Mais les rangs dispersés, bon, peut-être, si tout le monde tire dans le même sens, c'est mieux. Donc je pense que, mais il est très difficile. Pourquoi? En politique, mais les gens ont des divergences, des opinions qui divergent. Et aussi, le problème qui s'est posé, c'est que beaucoup de responsables de l'APR qui a amené le président au pouvoir sont sentis écartés, complètement écartés des activités politiques du département. Et ils sont restés même chez eux. Ils ne faisaient plus d'activité. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une entente pour un groupe, il y a une bonne partie qui était restée chez eux
à ne rien faire. J'ai rendu visite à un grand responsable. Je ne vais pas dire son nom aujourd'hui. Il m'a dit, monsieur le maire, si vous n'étiez pas venu chez moi, lors des élections présidentielles, j'allais effectivement voter ma seule carte pour le président. Parce que je ne vais pas faire campagne, je ne vais pas demander aux uns et aux autres d'aller voter, mais moi je vais aller voter pour lui. Mais aujourd'hui, ce responsable-là, avec la divergence dont vous parlez, se sent maintenant impliqué sur quelque chose qui lui permet aujourd'hui d'aller voir ses militants, des centaines, un millier, pour leur demander de voter pour le président. Donc moi, je vois que cette division apporte plus que ce semblant d'unité qu'il y avait, à mon avis. Donc, ça c'est un seul exemple. Et on peut en citer une vingtaine, de Rufisque jusqu'à Yenne. Des gens à qui on a contacté, qui disent qu'ils avaient gelé leurs activités. Aujourd'hui, ils se sont levés pour aller à la base, travailler. Parce qu'ils nous ont senti qu'il y a un cadre où ils peuvent évoluer. Parce que c'était des exclus. Moi, je ne suis pas d'accord d'un semblant d'unité alors qu'on met en marge d'autres personnes, on les met à l'écart. Je pense que c'est ça qui s'était passé. Et aujourd'hui, ces gens vont apporter un plus au président de la République. Parce que c'est des gens qui étaient restés chez eux. Aujourd'hui, ils vont aller quand même mobiliser leurs militants et le reverser dans le panier de la paire. Je pense, et de la paire et de Benno Bokk Yakaar ou de la mouvance présidentielle. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être éviter de rentrer dans les, comment dirais-je, dans le dénigrement à outrance, de faire des insultes comme ça se faisait dans les autres partis au pouvoir. Moi, je pense que quand il y a, comment dirais-je, cette tendance saine, je trouve que c'est pas quelque chose de mauvais pour un parti politique. Et ça, je sais que le président Wade le comprenait beaucoup. On disait même que c'est lui qui entretenait les tendances pour que les gens, comment dirais-je, soient plus motivés pour pouvoir quand même lui apporter le maximum de suffrages. Alors, monsieur le maire, nous allons finir par, vous devez imaginer, Colas, l'entreprise Colas. Colas. Colas plutôt. C'est pas la Colas. Qui a suscité beaucoup de réactions. Et récemment, Babacar Ndiaye, Amdi Diouf et sa sœur ont été convoqués à la police. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils étaient les personnes les plus en vue, peut-être, dans la dénonciation de cette entreprise d'enrobage. Comment vous avez vécu cette période-là? On disait que oui, Albert Ndoye, voilà, on ne le voit pas. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, le rôle que vous avez joué et comment vous avez perçu également les Babacar Ndiaye, Amdi et sa sœur qui ont été convoqués à la police? Bon, je voulais défendre leurs concitoyens. Non, c'est normal. Moi, je dis, nous, on a, comment dirais-je, c'est avec toute responsabilité qu'on a abordé ce problème au niveau de Thiawlène. Parce que, effectivement, on n'était pas informé de la mise en place de cette usine au départ. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'une telle unité qui s'installe dans une localité doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental pour permettre aux autorités et aux populations de donner leur avis. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Lorsqu'on m'a informé de l'existence de l'unité, j'ai aussitôt, parce qu'il y a eu une réunion où à Thiawlène, les gens se préparaient à réagir. Quand on m'a informé, j'ai convoqué une réunion au niveau chez le délégué de quartier pour l'ensemble des
délégués de quartier de Thiawlène, Digue, Pouyen, et tous les présidents de conseil de quartier, le collectif pour la sauvegarde de l'environnement de Thiawlène, qui est présidé par le docteur Amdi Diouf, et les associations sportives. La démarche, c'était quoi? C'était qu'on puisse harmoniser et nouer le dialogue avec les promoteurs de Colas. Séance tenante, j'ai eu à décrocher un rendez-vous le lendemain pour rencontrer ces promoteurs, pour les mettre en face avec les populations, pour discuter et trouver des solutions. Lors de ces discussions, il est ressorti qu'effectivement Colas insinuait que ce qu'il est en train de faire n'avait pas d'impact sur les populations. Et le collectif a dit le contraire, a dit que effectivement c'est dangereux pour les populations. Nous, ce qu'on a constaté, nous en tant que maire, on a dit techniquement on n'a pas les outils de dire que c'est nocif ou ça ne l'est pas. Mais ce qu'on a vu, avec la proximité avec les maisons, pour nous, cette usine ne doit pas être à 10 mètres des maisons. Ça, c'est un premier constat qu'on a fait. Mais par contre, pour l'aspect, comment dirais-je, environnemental, il faut qu'on fasse appel aux techniciens à la matière pour pouvoir quand même nous édifier. C'est en ce moment que j'ai demandé au préfet de faire venir le ministère de l'Environnement, les structures de la protection civile, pour pouvoir quand même discuter et nous faire un rapport sur la situation de cette usine. Une autre réunion s'est tenue en présence de tous ces techniciens du collectif et des promoteurs, à l'enceinte même de Colas. Ce qui était ressorti, c'est de laisser le comité de nous faire un rapport. Et là, on les a laissés travailler. Mais 2 jours après, on m'a alerté pour me dire que Colas est en train de faire la mise en service. Et que les populations de Thiawlène sont mobilisées pour vraiment arrêter cette mise en service. Le matin très tôt, quand même, j'ai pris le soin de demander au préfet de venir avec moi au niveau de l'usine, le sous-préfet. Et qu'il a accepté. Arrivé là-bas, on a vu que les jeunes commençaient à allumer des pneus et barrer la route nationale. On les a demandé vraiment d'évacuer. Et c'est en ce moment même la sœur d'Amdi que je salue au passage, qui est très brave, la dame Sokhna, qui a eu un rôle important. Elle a joué un rôle important en maîtrisant ces jeunes depuis le début. Ça, je peux le dire parce que je l'ai suivi. Je lui ai demandé de rentrer dans ma voiture pour qu'on aille demander à Colas d'arrêter. C'est quand on est rentré à l'intérieur, au moment où on discutait avec eux, ils nous ont expliqué qu'ils ne mettaient pas en service, mais c'était plutôt le directeur général ou un de leurs directeurs qui était venu visiter les installations. C'est en ce moment que les jeunes quand même ont attaqué les équipements et ce qui est arrivé est arrivé. En tout cas, c'était l'évolution qui s'était faite. Et nous, aussitôt, effectivement, on a demandé à la police quand même de pouvoir amener les renforts pour contenir effectivement cette foule. Et maintenant, le lendemain, il y a eu des convocations qui ont été servies au coordinateur du collectif et à la dame, sa sœur, Sokhna, à la police. Là aussi, nous avons essayé, parce que c'est une situation qui est suivie de très près au niveau de la présidence, parce que c'est un point très sensible.
et que les populations quand même ont parfaitement raison. Une usine comme ça, il faut des études d'impact environnemental. Et la société Colas n'a pas fait d'études d'impact environnemental. Et ça même, sur le courrier qu'ils ont envoyé au sous-préfet et qui m'a fait une copie, on a bien constaté qu'ils ont eu une autorisation le demandant, parce qu'ils ont déjà installé, de préparer, comment dirais-je, de se conformer d'ici 1 an. Ça, je dis que c'est quelque chose de terrible. D'ici 1 an, si c'est quelque chose qui doit tuer ces populations, ils seront tous morts. Donc, quand la police, ils ont été convoqués, ce qu'on a fait aussi, c'est quelque chose de très normal. Il fallait attirer l'attention des autorités, comment dirais-je, que c'est un point très sensible et qu'il fallait vraiment regarder de très près. Parce que si, par exemple, et je l'ai dit aux gens de Colas, si vous nous avez informé qu'il y aurait une visite de vos responsables, on allait prendre des dispositions et informer les populations. Mais les populations avaient dans leur conscience que le 8, il y aura démarrage. Et c'est le 8 que il y a eu cette visite-là. Donc, tout ce qui a été fait, vous êtes en majeure partie responsable de ce qui a été fait en termes d'action par les jeunes. Et donc, voilà, quand ils les ont appelés à la police, je suis parti leur rendre visite, leur donner mon soutien et aussi discuter un peu avec le commissaire. Voilà, en tout cas, c'est une situation qu'on a suivie de bout en bout. Parce que non seulement on est le maire de la commune, mais aussi on est un fils de Thiolène. Ça aussi, c'est que toutes les gens qui vivent, qui sont à Thiolène, qui peut-être seront impactés par, je ne sais pas, quelque chose de négatif par l'usine, sont mes parents. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai quitté Thiolène pour aller à Guy-Marius. Donc, j'ai dit que c'était normal, même si je n'étais pas maire, de pouvoir faire ces actions si j'en ai les possibilités et les capacités. En tout cas, voilà ce qu'on a pu faire lorsqu'il y a eu cette action-là. Aujourd'hui, il y a un arrêté qui est sorti par le sous-préfet, on en a discuté, il a sorti un arrêté pour la suspension provisoire de toute activité au niveau du site, en attendant d'avoir les rapports qui seront produits par le comité technique qui a été mandaté pour ça. Monsieur le maire, je vous remercie juste pour terminer. Mon dernier mot, c'est toujours vous remercier quand même d'avoir bien voulu nous donner la parole pour nous permettre de nous exprimer sur un certain nombre de points, mais aussi de demander quand même aux populations de ma commune d'accompagner les autorités que nous sommes dans les actions qu'on est en train de faire. Quelquefois, nous avons des projets importants pour Rufisque, mais on a comme l'impression que les Rufisquois ne se sentent pas concernés. Alors que c'est des projets qui, si ça se réalise, va permettre à Rufisque quand même de redorer même son blason. Je vais parler par exemple du fameux carré d'or. C'est un projet qui doit positionner Rufisque dans ce qui se fait au niveau du département. Mais quand il y a des problèmes, c'est le maire, l'initiateur de ce projet, en face d'une certaine catégorie de personnes, par exemple des commerçants qui disent on n'en veut pas. Est-ce que les Rufisquois en veulent? C'est ça. C'est un projet qui a bien suivi son chemin aujourd'hui. La seule contrainte que nous avons, c'est, comment dirais-je, le recasement. Si on parvient à faire le recasement, le projet va démarrer dans les meilleurs délais. Et les études d'impact environnemental, on n'a pas fait comme Colas. Avant de faire quoi que ce soit, on a commandité des études d'impact environnemental. Et le ministère de l'Environnement est en train de boucler
le rapport. Et je pense qu'ils ont même interrogé pas mal de personnes, surtout les acteurs qui sont au niveau du marché, pour avoir leur avis et ils nous ont aussi interrogé en tant que maire. Ils nous ont demandé de répondre aux questionnements posés par un certain nombre de commerçants et je pense que ça suit son cours. En tout cas, on aurait souhaité que les Rufisquois s'approprient les projets initiés par les maires parce que c'est leur projet. Un tel projet, on n'est même pas sûr que c'est Albé qui va continuer ce projet-là. Donc ce n'est pas un projet de Albé. C'est un projet de Rufisque. C'est vraiment l'appel que je voulais lancer pour dire aux Rufisquois, il y a un certain nombre de projets que les maires qui sont là ont initiés, des projets d'envergure, des projets futuristes certainement, mais c'est de très bons projets. Et c'est des projets qui ont été financés, qui ont trouvé des financements. Il faut que ces populations se l'approprient et en fassent leur objet. Vraiment, c'est le dernier mot que je voulais lancer. Voilà, un dernier mot qui a des notes optimistes. En tout cas, Actu sonore de vous recevoir comme invité. Morba était donc à la présentation de ce numéro de Actu, Ablaye Gueye Wade à la partie technique. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.